Donc, beaucoup de travail et nul ne sait exactement combien d'années il faudra pour remettre l'ensemble du système économique sur les rails. Mais au-delà de l'aspect économique, je voudrais rappeler que la gouvernance mondiale, ce n'est pas seulement l'économie, il y a d'ailleurs une forte interaction entre l'économie et la politique, c'est aussi les problèmes politiques, les problèmes de sécurité et un certain nombre de problèmes plus spécialisés, tels que par exemple l'énergie et le climat, ou les problèmes de santé, d'environnement, etc. Tous les thèmes d'ailleurs qui sont inscrits dans l'ordre du jour de nos travaux. Eh bien, je dirais d'une manière un petit peu brutale que sur ces différents plans, je n'ai pas le sentiment que le monde ait beaucoup progressé depuis l'an dernier. Et du reste, s'agissant par exemple de l'énergie, puisque nous sommes à 2 mois de Copenhague, je crains que nous ne soyons assez déçus, et d'ailleurs ceci pour une raison très simple fondamentalement, c'est que les mécanismes de gouvernance dans des sujets aussi complexes que ceux de l'énergie et d'autres ne sont pas encore vraiment au point pour être véritablement opérationnels. Donc nous avons énormément de pain sur la planche. Du point de vue de la méthode pour progresser dans ces directions, permettez-moi quelques remarques. Tout d'abord, de rappeler la primauté des États. Je pense que notre World Policy Conference, dont le projet a été conçu à la fin de l'année 2007, dans le courant de l'année 2007, avec une première réalisation en 2008, nous sommes l'un des premiers, je crois, dans le monde à avoir rappelé le problème de la primauté des États, qui est devenu banal, d'ailleurs, avec le développement de la crise. Mais oui, les États ont la primauté, et ils ont la primauté parce que, par définition, les États représentent le bien commun des peuples, même s'ils le font mal. Mais ils sont supposés représenter ce ou ces biens communs, ce qui ramène au problème de la coordination de ces biens communs ou des biens publics, comme je le disais tout à l'heure. Naturellement, les États doivent aussi se réformer à l'intérieur et dans leur mode de coordination, et pour pouvoir résoudre ou améliorer des systèmes aussi complexes que les questions financières, l'énergie, la santé, etc., les États doivent coopérer avec les autres parties prenantes et donc les autres, qu'ils appellent les unités actives ou unités politiques concernées par les problèmes question par question. Il faut segmenter et coordonner derrière tout ça, ce qui ramène à la question de l'ONU à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Derrière tout cela, il faut une volonté coopérative qui transcende les conflits et les différences, faute de quoi rien n'est possible. Le nouveau monde, cela fait quelques années que je le caractérise dans mes écrits, l'an dernier par exemple, à la première édition de la World Policy Conference, le nouveau monde peut à mon sens se caractériser par trois termes qui sont multipolarité, hétérogénéité et globalité. Et permettez-moi quelques mots sur chacun de ces trois thèmes, au-delà de ce que j'ai pu dire l'an dernier et précédemment. Multipolarité, il faut s'entendre. Les États-Unis sont et vont rester, bien évidemment, et de loin, la première puissance mondiale dans l'avenir prévisible. Ceci, personne ne peut l'en douter. Mais, sur chacun des problèmes de gouvernance, sur tous les problèmes de gouvernance que l'on peut envisager, les États-Unis ne peuvent plus travailler seuls pour l'édification de ce bien commun. Ils doivent travailler avec d'autres acteurs, mais les pôles, si on prend cette expression, correspondant à chacun des problèmes, ne sont pas forcément les mêmes selon les problèmes. Si j'ose employer un vocabulaire mathématique, il y a l'intersection de tous les pôles, de tous les pôles correspondant aux différents problèmes, se réduit vraisemblablement aux États-Unis. Les États-Unis sont dans tous les pôles, tout au moins au niveau global. Mais les pôles ne sont pas forcément les mêmes. Ceci est un point très important. Il faut donc, pour chaque problème, identifier les pôles. Par exemple, la création du G20 correspond vraisemblablement à une initiative heureuse s'agissant de la coordination macroéconomique globale. Mais s'agissant des questions politiques, par exemple de la planète, le bon G qui représenterait les pôles correspondants, ce serait probablement les membres permanents d'un Conseil de sécurité rénové dans le système des Nations Unies. Et là, force est de constater que l'on n'a pas beaucoup progressé. Ce que je veux dire, s'agissant des G, des groupes correspondant aux différents problèmes de gouvernance, c'est ceci. Premièrement, la définition des membres, l'identification des membres d'un G comme groupe, dépend des problèmes, mais une fois qu'un G est constitué, il faudrait qu'il y ait une sorte de charte pour chaque G qui définisse les
droits, mais surtout les devoirs de chacun des G. Et ces devoirs, pour assurer dans le domaine considéré une gouvernance qui ne soit pas seulement pour le bien des membres de ce groupe, mais également pour les autres. Et là, nous avons une difficulté que nous rencontrons partout, c'est que pour qu'un groupe fonctionne de manière efficace, il faut à la fois qu'il soit suffisamment large pour inclure les principaux acteurs du domaine considéré, mais en même temps qu'il ne le soit pas trop pour qu'il puisse fonctionner. Pas trop large, je veux dire, par exemple, l'un des problèmes, on le verra sûrement dans les discussions à venir pour l'énergie, c'est qu'il y a trop d'acteurs dans la phase, en tout cas actuelle, des discussions, des négociations. Donc la définition du bon G, de la bonne taille correspondant à chaque problème est un exercice difficile, mais je répète, chaque G doit avoir sa charte de devoirs et de droits, et je dirais plutôt de droits et de devoirs. Et parmi les devoirs, il doit y avoir celui de contribuer au bien commun, que ce soit par la mise en œuvre de ressources économiques ou la mise en œuvre de ressources militaires, par exemple. Mais j'insiste sur l'aspect devoir. Et il me semble, mesdames et messieurs, que là, il y a beaucoup à faire. À moins que je sois très mal informé, ce qui est possible, je ne crois pas, je ne sache pas que les différents G qui existent actuellement sur la planète se soient préoccupés de définir par écrit de manière précise ce à quoi ils sont engagés, non seulement pour le bien de leurs membres, mais pour celui des autres. Et d'ailleurs, je pense qu'il pourrait y avoir un travail de révision même de la Charte des Nations Unies dans son ensemble, qui, à certains égards, paraît vieillotte, et permettez-moi de vous dire, quitte à jeter un pavé dans la mare, que certains textes qui ne font pas nécessairement partie de la Charte des Nations Unies, comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui s'est appelée universelle par accident, parce qu'à la dernière minute, je crois que c'est René Cassin a voulu remplacer le mot international par le mot universel. Cette déclaration est magnifique, beaucoup y souscrivent, et j'y souscris naturellement pleinement moi-même sur le plan des concepts, mais elle n'est pas universelle dans la mesure où elle n'a pas été définie, rédigée par l'ensemble des membres de la société internationale. Donc il y a énormément de travail à faire dans ces directions de précision, je le répète encore une fois, de droits, mais de devoirs des membres des différents G, et ceci vaut en particulier pour les membres du G20, qui est la dernière création. Derrière tout ça, il y a un problème d'efficacité, un problème de légitimité. L'efficacité commande qu'il n'y ait pas trop de membres dans un groupe. La légitimité commande, je le répète encore une fois, qu'il y en ait suffisamment et qu'il y ait des mécanismes aussi pour inclure les intérêts des non-membres. Et là, je pense que tout, ou en tout cas beaucoup, reste à construire. Naturellement, quand on parle de ces groupes qui pullulent et qui se créent à travers les ans, on doit aussi inclure le rôle des institutions internationales, telles que dans le domaine économique, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, etc. Et la question de l'articulation et de la cohérence de toutes ces institutions est une question qui reste encore largement à trancher. Et je le répète, c'est là que, aussi, dans ce domaine de la coordination générale, que l'Organisation des Nations Unies rénovée pourrait avoir un rôle plus grand. En ce qui concerne le deuxième de mes adjectifs, de mes termes, l'hétérogénéité, c'est un point essentiel. Le facteur idéologique reste encore très important dans le monde actuel. L'idéologie, c'est simplement le fait que chaque peuple fonctionne sur un système d'idées, et ces systèmes d'idées ne sont pas nécessairement cohérents. L'équation de la fin de l'histoire, l'équation de Fukuyama, repose sur un postulat idéologique qui est, en gros, que la paix, que la démocratie et l'économie de marché entraînent paix et prospérité, mais sans définir avec précision chacun des termes employés. Donc c'est une équation tautologique ou vide selon la façon dont on voudra l'interpréter.